On considère 4 vecteurs de R3 et la première question est de montrer, enfin, on nous pose la question de savoir si la famille constituée de 4 vecteurs peut être une base de R3. Alors, ce que je vous invite à faire pour chacune des questions, c'est d'appuyer sur pause avant que j'y réponde. Donc là, je vous invite à appuyer sur pause. Donc la réponse à cette question, c'est non, parce que la famille U1, U2, U3, U4 n'est pas libre, dans la mesure où le cardinal de cette famille est égal à 4 et qui est différent de la dimension de R3. La dimension de R3, pour rappel, c'est 3. Donc j'ai plus de vecteurs que la dimension de R3 lui-même. Cette famille ne peut donc pas être libre et par conséquent ne peut pas être une base de R3. Pour la deuxième question, on nous faisait considérer en fait la base canonique E1, E2, E3 de R3, et on nous demande de déterminer la matrice de passage P de la base canonique E1, E2, E3 à la famille U1, U2, U3. Encore une fois, je vous invite à appuyer sur pause. Là encore, pas de difficulté, puisque vous avez la base canonique de R3, vous avez une nouvelle famille U1, U2, U3. Donc je viens disposer ces vecteurs U1, U2, U3 verticalement, c'est-à-dire de la manière suivante. Si je veux détailler un petit peu, j'ai U1, U2, U3 ici. Et ici, pour rappel, en fait, j'ai l'ancienne base E1, E2, E3. Là encore, aucune difficulté. Pour la question suivante, on nous demande de montrer que cette famille U1, U2, U3 est une base de R3. Donc, je vous invite à appuyer sur pause. Là encore, c'est une question complètement classique. Ici, il s'agit de calculer le déterminant de la matrice de passage que nous venons de déterminer, justement, et on se rend compte que le déterminant de cette matrice de passage, c'est égal à 2, qui est différent de 0. Donc, d'après le théorème de caractérisation des bases, on peut assurer que la famille U1, U2, U3 est bien une base de R3. Donc, ça, c'est la différence avec ce qu'on faisait au premier semestre. La quatrième question, on nous demande de calculer la matrice inverse P, puisqu'on vient de se rendre compte que cette matrice P avait un déterminant qui était différent de 0, donc la matrice est inversible, et on va déterminer P-1 avec la méthode de notre choix. Alors la méthode de notre choix, on n'a pas trop de choix à part utiliser le déterminant et transposer la comatrice. Sinon, on utilise ce qu'on a vu ce semestre, à savoir je résous le système d'équations suivant, c'est-à-dire P fois le vecteur colonne x, y, z qui correspond au vecteur grand X est égal au vecteur colonne y, le vecteur ABC. Donc une fois qu'on a résolu ce système d'équations d'inconnus x, y, z, on aboutit à la matrice P-1 suivante pour laquelle j'ai mis un demi en facteur, puisque on voit apparaître un demi sur chacune des valeurs de notre matrice, des 9 valeurs de la matrice. Donc ça permet d'alléger en fait ce qui suit. Pour cette cinquième question, on nous demande déjà, première chose, on nous propose une matrice A qui est la matrice de F exprimée. Donc je vais l'écrire. Ça, c'est la matrice de F exprimée dans la base canonique de R3. Ici, c'est un endomorphisme, hein, donc c'est l'espace de départ, c'est la base canonique de R3, l'espace d'arrivée, c'est la base canonique de R3. En d'autres termes, ça veut dire qu'ici, j'ai F de 1, F de 2, F de 3, et ces vecteurs-là, je les ai exprimés en fonction de E1, E2, E3. Donc maintenant, on nous demande d'exprimer en fait cet endomorphisme F dans la base U1, U2, U3. C'est-à-dire que l'idée qu'on a, ce qu'on voudrait avoir maintenant, c'est de dire, OK, je vais effacer tout ça, et ce que j'aimerais faire, c'est faire apparaître ici f de U1, f de U2, f de U3, en fonction de U1, U2, U3. Alors, bien entendu, ici, ça va être ma matrice J, hein. Je n'ai plus du tout ces coefficients-là. Donc, le but du jeu, ça va être de faire apparaître cette matrice J. On avait vu dans le cours
qu'on pouvait utiliser les matrices de changement de base, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour rappel, je vous invite à appuyer sur pause maintenant. Pour rappel, en fait, P-1, enfin, J, pardon, c'est égal à P-1 fois A fois P. Après cette multiplication, enfin, ces deux multiplications, on obtient la matrice qu'on obtient là, en fait, qui est ici. Et ce que je vous invite à faire, et on va en parler dans pas très très longtemps, c'est quand vous effectuez ce genre de produit, commencez systématiquement par effectuer le produit de A fois P. Alors, non seulement parce que P-1 potentiellement peut être pas super joli, mais également parce que A fois P a des propriétés un peu particulières sur lesquelles on va revenir très très rapidement. Donc, pour la question suivante, maintenant on nous demande d'utiliser la matrice A pour calculer f de U1, f de U2, f de U3 en fonction de U1, U2, U3, et retrouver la matrice J, c'est-à-dire construire la matrice J avec en colonne f de U1, f de U2, f de U3, et sur les lignes, grosso modo, on va exprimer ces vecteurs f de U1, f de U2, f de U3 en fonction des vecteurs U1, U2, U3. Pour ce faire, on va calculer, en fait, on va effectuer le produit de la matrice A fois le vecteur colonne U1, donc qui était 2, 2, 0, qui correspond à 2 fois le vecteur U1, et ce qui implique que f de U1 est égal à 2 fois U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3. Alors, je vous mets en garde sur une petite chose, c'est qu'ici, en fait, vous voyez bien que vous avez le vecteur colonne pour pouvoir effectuer le calcul avec la matrice A. Et maintenant, en fait, ce n'est pas pour me faire plaisir ou quoi que ce soit que j'ai mis U1 en lettres minuscules, mais c'est parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'image par f du vecteur U1 et que je vais décomposer dans la base U1, U2, U3. Donc faites bien la distinction entre un UI, qui va être écrit, on va dire, horizontalement, et un vecteur UI que vous allez écrire verticalement. Donc une fois qu'on a ça, on va procéder de la même façon pour les deux autres vecteurs, à savoir A fois U2, on aura 1, 3, 2. C'est donc U1 plus 2 fois U2 plus 0 fois U3. Donc là, il faut réfléchir un petit peu pour le décomposer dans cette base-là. Donc on obtient que f de U2, c'est 1 fois U1 plus 2 fois U2 plus 0 fois U3. Idem pour A fois U3, c'est 2, 1, 3, ce qui correspond à f de U3 égale à 0 fois U1 plus 1 fois U2 plus 2 fois U3. Alors ici, la particularité, c'est que si ça devient un peu compliqué, puisque là, ça apparaît assez rapidement, autant pour le A fois U1 égale 2 fois U1, c'est direct. Le A fois U2, vous voyez que ça devient un peu, c'est pas forcément évident. Ça veut dire qu'ici, en fait, potentiellement, quand vous avez A fois U2 à résoudre, bah, je vais chercher, en fait, petit a, petit b et petit c, de telle sorte que A fois U2 va s'écrire comme étant une décomposition dans cette base-là. Et là, c'est pareil pour U3. Alors ici, vous voyez que vous avez quand même des coefficients qui ne sont pas très très compliqués, donc on peut quand même s'en sortir, mais ça peut devenir vite compliqué. Alors, la raison pour laquelle, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que je préférais commencer en utilisant les formules de changement de base par A fois P, la raison, elle est très simple. C'est qu'en fait, A fois P, ça correspond exactement au vecteur colonne 1, 3, 2 et 2, 1, 3. C'est-à-dire qu'ici, vous avez A fois U1. Ici, vous avez A fois U2. Et ici, vous avez A fois U3. C'est-à-dire le vecteur A fois U1, A fois U2, A fois U3 exprimé dans la base canonique. Bien sûr, ce n'est pas la décomposition qu'on a en fonction de U1, U2 et U3 cette fois-ci. Donc ça, c'était une petite remarque. On revient à notre question. La question, c'était d'exprimer la matrice J. Donc ici, vous voyez bien que vous avez obtenu le f de U1 qui est là, que vous retrouvez ici. C'est bien le f de U1 que vous avez là, en fonction de U1, U2, U3. Le f de U2 qui est ici. Et enfin, le f de U3 que vous retrouvez sur cette troisième colonne. Et au miracle, et heureusement, on retrouve la matrice J qui est la même que celle qu'on avait obtenue par changement avec les formules de changement de base.
OK. Donc maintenant, on nous dit, on veut montrer que cette matrice J peut se décomposer comme étant la somme d'une matrice diagonale plus une matrice nilpotente. Nilpotente, ça veut dire qu'à partir d'un certain ordre, une certaine puissance de k, n à la puissance k va être égale à la matrice nulle. Ici, en l'occurrence, je suis d'ordre 3 parce que la plus petite valeur de k pour laquelle n puissance k est égale à la matrice nulle, c'est 3. Ensuite, on nous dit montrer que D et N commutent. Alors, si je prends ma matrice J, donc la matrice J, on avait vu qu'on avait une diagonale qui était 2, 2, 2, et puis la matrice N, qui potentiellement pour nous, à ce moment-là, on se dit que peut-être que c'est une matrice nilpotente. Alors, c'est peut-être un abus de langage, je l'ai appelée N directement. Il va falloir maintenant vérifier que cette matrice N à la puissance 3 est bien égale à la matrice nulle. Pour la matrice D, vous ne posez pas de questions, en fait, hein, il n'y a pas de souci à avoir. Vous prenez exactement la diagonale qui se trouve dans votre matrice J. Je ne m'amuse pas à rajouter des 1, enlever des 1 ou quoi que ce soit. Je prends exactement cette quantité-là. Et il se trouve en plus, ce qui est bien pour nous, c'est que c'est égal à 2 fois la matrice identité. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier que n au carré ou n est différent du vecteur nul, est différent de la matrice nulle plutôt. OK, ce qui est le cas, et que n au cube est bien égal à la matrice nulle. Donc en fait, la matrice qu'on avait supposée comme étant nilpotente, c'est bien n, hein, c'est bien la bonne matrice n. Ce qui veut dire que pour tout k supérieur ou égal à 3, n à la puissance k est égal à la matrice nulle. Donc là, ce qu'il nous reste à montrer maintenant, c'est que les deux matrices D et N commutent, c'est-à-dire que D fois N égale N fois D. Ici, il n'y a pas de difficulté, parce que la matrice D, c'est 2 fois la matrice identité, et 2 fois la matrice identité fois N, c'est égal à 2 fois N, qui est égal à N fois D, puisque N fois 2 fois la matrice identité, c'est pareil, c'est N fois D, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ceci? Pourquoi c'est intéressant pour nous de voir que les matrices D et N commutent? Mais notamment pour répondre à cette question, la question qui suit, on veut calculer J à la puissance N. Et on sait que J, ça s'écrit D plus N, et on a quelque chose du genre D plus N à la puissance petite n. Et là, ça nous fait penser à une formule, la formule du binôme de Newton. Et on sait que cette formule du binôme de Newton, elle peut marcher uniquement si les quantités, si les valeurs que vous additionnez, elles commutent entre elles. Et or, un produit de matrice n'est pas tout le temps commutatif, même assez rarement, j'ai envie de dire. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est assuré que D et N commutaient. La preuve en image, c'est que dans la mesure où D et N commutent, on peut appliquer la formule du binôme de Newton et en déduire que pour tout n, J à la puissance n, c'est D plus n à la puissance n, et j'applique la formule du binôme de Newton qui me dit que c'est la somme des k allant de 0 jusqu'à n, des combinaisons de k éléments pris parmi n, de D fois n, D à la puissance n moins k, fois n à la puissance k. Donc si je décompose un petit peu ces choses-là, en regardant ce qui se passe à l'ordre, enfin, quand k égale à 0, quand k égale à 1 et quand k égale 2, alors en réalité ici, je ne l'ai pas marqué sur la diapo, mais en réalité ici, vous avez pour k supérieur ou égal à 3, en fait, jusqu'à n, ici, de kn fois d à la puissance n moins k, et n puissance k. Sauf que, on sait que cette quantité-là, c'est égal à la matrice nulle, dès lors que k est supérieur ou égal à 3. C'est la raison pour laquelle on s'arrête à l'ordre 2. On n'a pas besoin d'aller regarder ce qui se passe au-delà de l'ordre 3, puisqu'on sait que n à la puissance k va être égal à la matrice nulle. Donc après, il suffit de faire un petit calcul, et on en déduit que j à la puissance n est égal à cette matrice-là. Il nous reste une dernière question, c'est-à-dire on veut déterminer la puissance n. On ne demande pas d'effectuer le calcul, en fait. De la formule de changement de base, j est égal à p-1 de AP. On en déduit que j à la puissance n est égal à p-1 fois a fois p, fois p-1, là je vais le décomposer à la rigueur pour que vous compreniez mieux. Donc j puissance n, c'est p-1 fois a fois p, fois p-1 fois a fois p, fois p-1 fois a fois p. Et là, ce que vous voyez, enfin là, je l'ai fait n fois, en fait, n fois.
chaîne produit. Et ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'à chaque fois, vous avez P fois P-1. Vous allez avoir des séquences avec P fois P-1 et vous allez vous retrouver avec une matrice identité. C'est-à-dire que là, alors c'est pas IN, c'est I3, puisque c'est une matrice d'ordre 3. Donc là, à chaque fois, j'ai des matrices ici. Et donc, au final, on se retrouve avec J à la puissance n, c'est P-1, c'est le premier P-1 que vous avez ici à gauche. Et à chaque fois, vous allez retrouver avec du A qui va apparaître parce que les P fois P-1 vont disparaître. Et des A, j'en ai combien? J'en ai A puissance n. Et ensuite, j'ai la matrice P qui apparaît ici. Donc au final, on en déduit, si on veut isoler en fait A à la puissance n, A puissance n c'est quoi? C'est P fois J puissance n fois P-1. Puisqu'ici, pour passer de cette quantité-là à celle-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on multiplie en fait par P à gauche et P-1 à droite. Donc je multiplie par P à gauche et P-1 à droite, ce qui me donne à chaque fois la matrice identité, hein, d'où le résultat qu'on obtient ici. Alors là, ici, on ne nous demandait pas d'effectuer le calcul. On peut imaginer dans les exercices du TD que vous aurez ce genre de calcul à effectuer. Donc j'ai terminé l'explication de cet exercice.